Bon, Manon va nous rejoindre. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Yasmine Benadjaou, donc je suis assistante en cardiologie congénitale au CHU de Bordeaux. Et du coup, on va passer l'heure qui suit à parler de tumeurs cardiaques. Bon, je suis désolée, c'est pas le plus fun des cours. C'est pas urgence néonatale. C'est un peu un cours catalogue, mais c'est comme ça. Il y a des trucs qu'il faut apprendre, qu'il faut juste connaître, en fait. Alors, un peu d'épidémiologie. Donc, les tumeurs cardiaques, c'est rare. On n'en voit pas tous les matins. C'est une incidence de 0,3 à 1,4 pour 1000 patients. C'est souvent des diagnostics qui sont faits durant la période anténatale. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça nous permet un peu de bien prendre en charge dès la naissance les enfants. C'est une nature bénigne dans la majorité des cas, et heureusement, dans 90% des cas, c'est des tumeurs bénignes, mais qui peuvent avoir quand même des conséquences assez importantes, même dans leur bénignité, sur le plan hémodynamique, sur le plan rythmique, on va y revenir, sur le plan embolique et ischémique aussi. Donc, on va un peu faire une revue des principales tumeurs cardiaques. Donc, le premier que tout le monde connaît, c'est les rhabdomyomes. On va également un peu parler de fibromes, de myxomes, de tératomes. Et après, on fera, on dira quelques mots sur les tumeurs malignes. Donc là, je vous ai un peu remis les différents types histologiques et un peu les différentes séries qui ont traité des tumeurs cardiaques de l'enfant avec les différentes prévalences dans les différentes séries. Donc, on voit que le rhabdomyome arrive un peu en tête dans les différentes séries. La plus importante, c'est celle de Chi de 2017. Les différentes localisations. Chaque tumeur a une localisation un peu prédisposée, en tout cas prédéfinie. Donc ça aide le diagnostic. Je vous ai un peu remis là. Il y a des tumeurs qui sont situées au niveau du péricarde, au niveau de l'oreillette droite, du ventricule, etc. Donc on va revoir ça en fonction de chaque type de tumeur plus tard. Là, pareil, ça vous donne un peu la localisation et le type de tumeurs un peu qui en découlent. Par exemple, si on prend des tumeurs localisées au niveau de la chambre ventriculaire, eh ben, on verra que les diagnostics à évoquer, c'est plutôt le fibrome ou le rhabdomyome, par exemple. Si c'est au niveau valvulaire, c'est plutôt le fibroélastome ou, comme diagnostic différentiel, les végétations, les endocardites. Les modes de découverte sont hyper variés. Donc, comme je vous avais dit précédemment, c'est plutôt un diagnostic anténatal dans la plupart des cas. Ça peut être diagnostiqué dans un bilan classique de souffle, dans un bilan un peu d'essoufflement, de dyspnée, de cyanose. La porte d'entrée peut être les troubles du rythme. Donc, on verra quelles sont les tumeurs qui sont la plus pourvoyeuses de troubles du rythme. Ça peut être aussi des embolies systémiques ou pulmonaires, où on a déjà eu les cas où ça a été diagnostiqué sur des morts subites récupérées. La prise en charge, ça peut être une prise en charge chirurgicale. Donc, je vous ai remis un peu cette étude de Circulation de 2012 qui était multicentrique où 89 patients ont été opérés entre 90 et 2005. L'âge allait de 1 jour de vie jusqu'à 18 ans avec un suivi moyen qui était de 6 ans quand même. 68% des patients sont rentrés dans un mode, pas un mode symptomatique. 22% avaient eu un diagnostic anténatal. Il y a eu une résection complète chez quand même 70% des cas et partielle chez 23% des cas, avec une mortalité quand même pas négligeable de 4% et des complications qui étaient quand même importantes et graves dans 28% des cas. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une prise en charge un peu particulière et il ne faut pas négliger les complications qui peuvent être graves. Alors, je vous ai remis la même. Donc, les modes de manifestation, la clinique, donc dans plus de la moitié des cas, c'est plutôt symptomatique ou juste bilan d'un souffle cardiaque. Et dans presque aussi la moitié des cas, on a les différents signes que je vous avais énumérés tout à l'heure, la dyspnée, les troubles du rythme, un épanchement péricardique dont on ne comprend pas trop l'étiologie et qui persiste malgré les traitements, par exemple.
La mortalité, elle diffère bien sûr en fonction du type de tumeur. Dans les rhabdomyomes, par exemple, il y a une mortalité précoce dans 11% des cas et pas vraiment de mortalité tardive quand c'est bien pris en charge, quand c'est diagnostiqué et pris en charge. On verra après, il y a un traitement particulier qui est utilisé depuis quelques années. Le fibrome a un taux de mortalité très faible, que ce soit précoce ou tardif. Et le tératome, pareil, c'est plutôt de mortalité précoce dans un peu plus de 3% des cas. Les tumeurs malignes, c'est plutôt l'inverse, mais c'est une mortalité et précoce et tardive assez importante. Donc, comment poser le diagnostic? Quelle est la conduite diagnostique à avoir? Donc, il faut bien connaître le terrain, parce que ça va vous aider à essayer d'identifier le type de votre tumeur, l'écho, bien sûr. On peut aller jusqu'à l'IRM cardiaque avec des critères IRM pour chaque tumeur, plus ou moins un scanner. Et des fois, on peut aller jusqu'au PET scan, notamment parfois pour le diagnostic différentiel, notamment avec l'endocardite infectieuse. Donc, le terrain. Donc, chaque tumeur apparaît à un âge un peu spécifique. Donc, si on revient par exemple au fameux rhabdomyome, donc on voit que la plupart des cas, donc là c'est 80 plus 16, sont diagnostiqués avant l'âge de 1 an. Idem pour le fibrome, où dans plus de 80% des cas, c'est avant l'âge de 1 an. Le myxome, c'est plutôt une pathologie du jeune enfant adolescent. Et les tumeurs malignes, c'est pareil, c'est plutôt jeune enfant, entre 1 et 9 ans, et les adolescents de 10 à 18 ans. On avait parlé tout à l'heure de diagnostic anténatal. Donc, la plupart peuvent être diagnostiqués et sont diagnostiqués en période anténatale. Le rhabdomyome, il a une prévalence de dépistage en anténatal de 66%. 16% des fibromes sont diagnostiqués en anténatal et 16% des tératomes sont également diagnostiqués en période anténatale. D'autres sont vus après la naissance, donc les portes d'entrée, je ne reviens pas dessus, avec les différentes prévalences. Donc, les rhabdomyomes sont ceux qui sont le plus diagnostiqués. On va voir tout à l'heure pourquoi, parce qu'ils sont associés à une maladie neurologique qui fait rentrer dans le diagnostic. Les tératomes, par exemple, c'est 18% de diagnostic néonatal. Donc là, je vous ai remis la même diapo. Donc pour les myxomes, c'est ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment le jeune enfant et l'adolescent, par exemple. Ça, c'est important. Chez l'adulte. Donc, il y a une série de Marie Lalonde qui a été publiée en 2007 qui reprend 42 cas de tumeurs de l'adulte. On voit que le myxome arrive en premier lieu avec une prévalence de 50%. 17% étaient des fibroélastomes et 14% des sarcomes. Après, il y a des métastases d'autres tumeurs qui peuvent avoir des localisations secondaires cardiaques chez l'adulte, chez un peu moins de 10% des cas. Donc, pour le terrain, il faut rechercher les signes associés qui peuvent vous aider. Donc, s'il y a une altération de l'état général avec un terrain un peu d'hémopathie, là, il faut se dire, on est peut-être sur un terrain plus malin que bénin. Les signes neurologiques, on va en reparler. Donc, l'épilepsie, un retard de développement, des lésions cutanées un peu caractéristiques peuvent faire suspecter des maladies neurologiques, et notamment la plus connue, c'est la sclérose tubéreuse de Bourneville. Après, vous, cardiologue, vous allez faire un peu une analyse échocardiographique. Donc, essayer de bien décrire la lésion, la tumeur, etc. pour essayer d'orienter le diagnostic. Donc, nous, on doit dire sa localisation. Donc, où est-ce qu'elle est située au niveau cardiaque? Est-ce qu'elle est intracavitaire? Est-ce qu'elle est dans le myocarde? Est-ce qu'elle est pédiculée? Le nombre aussi, parce qu'une lésion isolée ou des lésions multiples peuvent faire suspecter des diagnostics différents. La localisation, bien sûr, et bien dire la taille, ça nous permet un peu de suivre l'évolution. Est-ce qu'elle est mobile? Est-ce qu'elle est fixe?
l'échogénicité, toujours comparé par rapport au myocarde, bien définir les contours et est-ce qu'il y a un épanchement péricardique. Il faut que ça apparaisse dans votre compte-rendu d'écho, c'est un élément important. Il faut que vous décriviez aussi les conséquences. Donc, qu'est-ce que cette tumeur fait? Est-ce qu'il y a des conséquences hémodynamiques du coup? Est-ce que ça provoque une dysfonction valvulaire, une fuite valvulaire sévère? Est-ce qu'il y a un obstacle, notamment dans la chambre de chasse du VG ou du VD, au niveau de l'infundibulum, au niveau de la chambre d'admission? Et est-ce que l'épanchement péricardique est retentissant et significatif? Est-ce qu'il y a des signes en faveur d'une tamponnade? Comme je vous avais dit, on peut aller jusqu'à l'IRM et chez les grands, chez les petits, on ne le fait pas trop parce que les lésions sont assez petites. Donc, l'IRM peut ne pas être très contributive, mais on va très, très, très souvent jusqu'à l'IRM pour essayer d'étayer l'analyse diagnostique. Et en fait, je ne rentre pas dans les détails, on le reverra à la fin avec un plus joli tableau. Chaque tumeur, chaque masse a des caractéristiques IRM. Donc, il faut vraiment, vous orienter votre radiologue, hein, bien sûr, avec les éléments de votre échographie. Mais après, il faut vraiment avoir un bon radiologue, qui s'y connaît en tumeur cardiaque, parce que tous ne sont pas habitués à ça, vu que c'est quand même rare, pour bien décrire les différentes caractéristiques des séquences en T1, T2 et orienter le diagnostic. Les autres explorations dont on a déjà parlé, donc le scan, oui, le PET scan, notamment pour les tumeurs malignes et notamment pour rechercher aussi des localisations secondaires ou pour le diagnostic différentiel. Les troubles du rythme, à garder en tête, très très important. Donc un Holter rythmique à vos patients qui ont une masse cardiaque fait partie du bilan et c'est indispensable. Et après, il faut bien faire un check-up complet extra-cardiaque pour rechercher justement les fameuses syndromes ou maladies neurologiques qui peuvent donner des masses intracardiaques. Est-ce que c'est bon pour vous pour le moment? Vous avez des questions? Okay. On va passer à des cas cliniques qui reprennent un peu les différentes tumeurs qu'on vient de voir. Premier cas, donc c'est un fœtus chez qui vous faites l'échographie à 23 semaines d'aménorrhée. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut interpréter l'écho? Décrivez juste. Donc une masse multiple. Ça ne veut pas. Ça ne veut plus. Ouais. Elle tourne plus. Échogénicité. Ouais. C'est pas une coupe avec. J'ai pas mis de couleur vraiment sur la chambre de chasse. Mais... Ok. Donc c'est un terrain anténatal. C'est une écho anténatale. Donc l'écho, c'est une image multiple. Ça, vous l'avez vu. Il y a des nodules intramyocardiques. Donc en fait, on ne voit pas très bien là parce que je ne sais pas pourquoi elle ne veut plus tourner. Mais on voit que c'est attaché vraiment au myocarde. C'est une forme arrondie qui est assez bien circonscrite. On la voit là, hein. Elle est ronde avec des limites claires, homogène, solide. À l'intérieur, on voit que c'est quelque chose un peu de tissulaire, il n'y a rien, c'est pas liquidien, c'est hyper échogène. Attaché aux parois ventriculaires et sur le septum interventriculaire, ça vous l'aviez dit. Ça, c'est une caractéristique, mais là, on ne le voit pas sur cet écho. Premier diagnostic à évoquer.
rhabdomyome. Voilà. Donc, je vous remets ici d'autres échos. Donc, c'est des localisations multiples. Ici, on voit bien qu'il y en a un au niveau de la chambre de chasse du VG et un autre ici au niveau de l'apex du ventricule gauche. Donc, c'est des localisations multiples. C'est hyper échogène. On voit bien que les masses sont plus brillantes que le myocarde. Celui-là, vu qu'il est dans la chambre de chasse du VG, vous devez décrire, c'est l'élément pronostic, c'est une obstruction à l'éjection du ventricule gauche ou pas, vous avez de la couleur et voilà. Un rhabdomyome, ça ressemble à ça, sur des pièces anatomiques. Ça, c'est une pièce anatomique de Lucille Houillel. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est assez blanc, donc localisé au niveau des parois ventriculaires ou du septum. Rhabdomyome égale sclérose tubéreuse de Bourneville ou sclérose tubéreuse de Bourneville égale rhabdomyome. Donc, quand vous faites le diagnostic, il faut envoyer votre patient en neurologie pour faire les recherches, surtout s'il y a des signes extracardiaques. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de demandes de dépistage et des patients qui sont diagnostiqués en anténatal ou postnatal, sclérose tubéreuse de Bourneville et à qui il faut impérativement faire une échographie. Donc, quelques mots sur la sclérose tubéreuse de Bourneville, pour ceux qui ne sont pas pédiatres. Donc, c'est une maladie autosomique dominante. Donc, c'est associé dans 50 à 90% des cas quand même au rhabdomyome. C'est rare, hein, c'est une fréquence à 1 pour 10 000. Donc, il y a c'est des mutations au niveau des gènes TSC1 et 2. Localisation extracardiaque que vous devez connaître. Donc, il y a des atteintes cutanées un peu typiques. Je ne rentre pas dans les détails. Des atteintes rénales. Donc, au niveau des cerveaux, les fameux tubaires qui peuvent être compliqués par une épilepsie qui est assez réfractaire. L'œil caractéristique aussi, c'est les amartomes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les fameux rhabdomyomes, qui fait quand même le pronostic de la pathologie. Là, je vous mets quelques photos sur les atteintes cutanées, les fameux tubaires et le fond d'œil, que je ne sais pas interpréter, mais en tout cas, qui est caractéristique. Là, je vous mets un peu une étude qui reprend 53 cas de tumeurs cardiaques. Donc, il y avait 53 fœtus, donc il y avait une tumeur cardiaque, 37 étaient multiples et 16 uniques. La génétique a été faite systématiquement chez le fœtus et chez parents pour la sclérose tubéreuse de Bourneville. Donc, chez 37 fœtus, on a retrouvé la mutation, donc 70% au total, 85% quand c'était des tumeurs multiples, donc ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les caractéristiques des rhabdomyomes. Et dans 13% des cas, la mutation était présente quand il y avait une masse unique. Ce n'est pas pathognomonique que ce soit multiple, mais en tout cas, c'est plutôt la caractéristique des rhabdomyomes. Donc, le traitement, ça peut être pourvoyeur vu que c'est localisé au niveau des parois ventriculaires de troubles du rythme, notamment de troubles du rythme ventriculaire. Vous pouvez être amené à mettre des bêta-bloquants chez vos patients. La chirurgie n'est pas systématique. Donc, je vous avais parlé d'une masse localisée au niveau de la chambre de chasse du VG. Donc, s'il y a un obstacle qui est significatif avec un retentissement, bien sûr qu'il va falloir aller réséquer la tumeur, mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est plutôt quand il n'y a pas de retentissement hémodynamique de patienter, parce que ces masses ont un potentiel de régression spontanée. On a eu des cas, en tout cas, ça a été décrit des cas de décès, que ce soit des morts fétales in utero ou en période néonatale, sur un tableau d'insuffisance cardiaque, sur un tableau d'obstacles sévères à l'éjection gauche et sur les troubles du rythme qui étaient réfractaires à la prise en charge médicamenteuse. Mais retenez
que la régression spontanée est possible. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, régression dans plus de 50% des cas. Les lésions peuvent rester stables dans 24% des cas à peu près. Et disparition totale dans 18% des cas sur une série de 55 patients avec un suivi à plus de 3 ans. Les traitements spécifiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de sirolimus et everolimus. Nos internes de cet hiver connaissent très bien parce qu'on a eu un cas très, très intéressant de sclérose tubereuse de Bourneville qui avait des rhabdomyomes, un au niveau de l'apex du ventricule gauche et un autre au niveau de la chambre de chasse qui faisait obstacle en période anténatale. Donc, on a beaucoup tourné autour de ce cas. Et en fait, on avait décidé de traiter la mère par everolimus, donc en anténatal. Donc, elle a eu le traitement. L'enfant est né par voie basse. On a continué le traitement du bébé et en fait le rhabdomyome de l'apex a complètement disparu et celui de la chambre de chasse du VG a beaucoup fondu jusqu'à avoir un obstacle qui est devenu non significatif, alors qu'en période anténatale c'était naissance par césarienne en urgence à Haut-l'Évêque afin de faire la chirurgie en urgence si mauvaise tolérance. Donc, les verolimus et sirolimus, c'est des inhibiteurs de la voie des mTOR qui sont validés pour les lésions cérébrales et rénales. Au niveau des rhabdomyomes, c'est des case reports qui sont rapportés, mais avec une efficacité. Donc, en tout cas, le premier patient qu'on a eu cet hiver, c'est le premier qui a été traité par ce médicament-là. Donc, c'est plutôt des résultats favorables. Un autre cas de traitement fœtal maternel par sirolimus. Eux, ils n'ont pas repris le traitement en période postnatale. Nous, ça fait des mois maintenant que le petit est traité. On est parti sur une durée de 1 an de traitement au total. Est-ce que vous avez des questions sur les rhabdomyomes? Donc, rhabdomyome, connaître les caractéristiques, lésions multiples, hyperéchogènes, obstruction chambre de chasse ventriculaire, sclérose tubereuse de Bourneville, si je dois résumer tout ce que je viens de dire. C'est bon pour vous? Oui. C'est le bébé, oui. Ça fait... Quand est-ce qu'il est né? Oui, on doit être à 6 mois de traitement. Il y a une surveillance, il y a des taux résiduels à faire et il faut surveiller les triglycérides. Ça peut faire une hypertriglycéridémie. Nous, on a eu chez la mère une hypertriglycéridémie. On a dû arrêter un peu, modifier et surveiller au moins une fois par semaine des taux résiduels et un bilan lipidique. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Oui, exactement. Nous, le nôtre, honnêtement, je ne me rappelle plus, il devait être à 30 semaines d'aménorrhée à peu près. Et dans les séries, c'est plus tôt. Enfin, dans les case reports, pardon. Bah, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un peu différent. Là, par exemple, dans ce case report, le traitement n'a pas été repris en postnatal. Nous, on l'a continué. D'autres case reports avaient continué le traitement en postnatal. Je pense que ça dépend de l'évolution des lésions anténatales et à la naissance. Nous, chez notre patient, ce qui nous a fait continuer, c'est qu'il persistait quand même un obstacle, même s'il était devenu pas aussi significatif qu'en période anténatale, mais il persistait un obstacle, une masse quand même assez conséquente. Donc, on a pris le parti de le poursuivre. C'était bien toléré, donc on l'a poursuivi. Et comme je vous l'avais dit, ouais, ça fait 6 mois que le petit est traité. Deuxième cas. Pareil, une écho fétale. Je ne sais pas pourquoi elle tourne que... Ça, c'est la même. Et vous dépistez cette masse.
Ouais, mais décrivez. Je n'ai pas besoin de diagnostic. Ouais. Ça tourne pas. Donc unique, volumineuse, localisation. Ouais, ça c'est la gauche, ça c'est la droite. La consistance, le... J'entends pas, désolée. Ouais. Ah, il y a le diagnostic. Donc, c'est une tumeur unique. Terrain anténatal, ça vous l'aviez dit. Tumeur unique. Volumineuse, effectivement. Elle prend toute la chambre ventriculaire. Hétérogène, parfait. La calcification, je vous avoue que peut-être ici, là, on voit un peu des petits points hyper brillants. Mais en tout cas, dans 25% des cas, ça peut être associé à des calcifications. Donc, la localisation préférentielle, c'est les parois du ventricule gauche, hein, comme ici, au niveau de la paroi latérale. Là, c'est appendu au septum. Non pédiculé. Votre diagnostic, je l'ai entendu au tout début. Un fibrome. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques. Donc unique, très grosse masse. Donc la localisation paroi ventriculaire hétérogène. Avec des calcifications qu'on voit mieux du coup quand on fait un scanner, comme ici. À l'IRM, les fibromes ont des caractéristiques radiologiques assez spécifiques. Donc, pareil, un bon radiologue peut vous faire le diagnostic avec l'IRM. Bon, on n'est pas radiologue, nous, ça donne un ISO-T1, un hypo-T2 et une prise de contraste avec du rehaussement tardif. Le traitement des fibromes et leur évolution. Malgré la voluminosité de la masse, il n'y a pas forcément toujours besoin d'aller à la chirurgie et d'aller réséquer la masse parce que dans la plupart du temps, elle est asymptomatique. Donc, il peut y avoir des risques tardifs, donc des compressions coronaires notamment, des obstructions au niveau de la chambre de chasse et les troubles du rythme. Les troubles du rythme, c'est un facteur pronostic dans les fibromes. La régression ou la progression est rare, c'est des tumeurs peu évolutives en fait. Dès que vous diagnostiquez la masse, soit elle va rester dans la plupart du temps stable et identique. Donc on a parlé des troubles du rythme. Donc on peut avoir des troubles de la repolarisation comme ici avec des anomalies du segment ST, les ondes TNEG et surtout ce qu'on craint le plus, c'est les troubles du rythme ventriculaire. Et si vous avez un patient qui a un fibrome, par contre, qui vous fait de la TV, c'est une indication opératoire. Donc, vraiment, gardez en tête les troubles du rythme dans les tumeurs cardiaques, et notamment le fibrome est très pourvoyeur de troubles du rythme ventriculaire. Donc, des holters itératifs à vos patients et bien les sensibiliser sur les palpitations, etc. Et troubles du rythme égale chien. Donc la chirurgie, je vous redis 2 mots. Donc on opère les formes symptomatiques. Donc on peut faire une exérèse totale en fonction de la localisation ou partielle si des fois c'est à côté des valves ou ça dépend de la localisation.
Les complications opératoires sont là. Donc, il y a eu un cas de décès décrit sur une étude de 2003 où 18 patients ont été opérés d'un fibrome. 14 étaient symptomatiques et 3 ont évolué vers l'insuffisance cardiaque. Une petite image de la chirurgie d'un fibrome et ce que ça donne, en fait, l'aspect en anapathe. Est-ce que vous avez des questions sur les fibromes? Fibrome, masse unique, volumineuse, très volumineuse, parois et chambre de chasse ventriculaire, hétérogène, oui. Non évolutive, ni dans un sens, ni dans l'autre. Chirurgie non systématique et trouble du rythme, plus. On passe au cas 3. Qu'est-ce que vous voyez? Pareil, écho fœtal. Pas évidente celle-là. Deux masses séparées, un au niveau de la paroi latérale imagée et l'autre du septum. Oui. Cavité droite, cavité gauche. La paroi du ventricule gauche. Une masse est là. Je vous aide. Le myocarde est là. Vous voyez pas très bien? Ah, pardon. Ah, mince. Bah, comment ça se fait? Ouais. Après, vous aurez le... Bon, on va revoir un peu les caractéristiques ensemble. Donc, c'est un terrain anténatal. À l'écho. Est-ce que c'est vraiment une masse multiple? C'est dur parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y en a une ici et une ici, mais en fait, pendant une fraction de seconde de l'écho, on voit que c'est une seule en fait. Tac là, la même. Hétérogène, ça je crois que vous l'aviez dit. La localisation maintenant, elle n'est pas évidente, hein, je suis d'accord avec vous, parce que je le sais, mais elle est extracardiaque. Elle est extracardiaque et intrapéricardique. En fait, la paroi du myocarde est là, et en fait, c'est dans le péricarde que cette masse est localisée. C'est pour ça qu'on la voit un peu comme ça sur plusieurs plans et qu'on a l'impression qu'on a plusieurs, mais en fait, c'est la même qui est située au niveau du péricarde. Est-ce que quelqu'un peut me donner le diagnostic d'une tumeur? C'est trop fort. Bravo. Tératome. Là, c'est la même, donc, c'est la même, c'est une autre écho, mais du même diagnostic, donc c'est un tératome intrapéricardique. Là, on voit bien que c'est la même masse, en fait. C'est dommage pour vous. Est-ce que ça marche? C'est pas un pointeur, ça? Là, on voit la masse. On a mis de la couleur, donc on voit qu'il y a des fuites valvulaires. Donc, en haut, c'est la mitrale, en bas, c'est la tricuspide. Donc, fuite mitrale et tricuspide, parce qu'il y a une compression intrinsèque, en fait, qui fait qu'il peut y avoir un retentissement intracardiaque.
À l'imagerie, ça donne ça. Donc, c'est une volumineuse masse dont les complications peuvent être la compression des cavités cardiaques. Donc là, on voit bien qu'elle est... Tac. Est-ce que quelqu'un a un pointeur? Non. On ne voit pas la souris. Bon, en tout cas, qu'elle est dans le péricarde. Les tératomes intrapéricardiques donnent des épanchements péricardiques. Vous ne l'aviez pas dit, mais sur notre cas, il y avait un épanchement péricardique. Là, bah, vous ne voyez pas. Mais en tout cas, c'est le noir qui entoure le cœur. Donc, épanchement péricardique qui peut être volumineux avec un retentissement. Donc ça, il faut le décrire quand vous faites de l'écho fœtal. C'est des tumeurs kystiques polylobées. Elles sont rarement intracardiaques, voire pas du tout. Et comme je vous avais dit, ça peut donner des compressions cardiaques. Donc, retentissement cardiaque, c'est ça. Soit par la masse, soit par de l'épanchement. Ça peut donner des délabrements au niveau des valves, des fuites qui peuvent être sévères. La prise en charge anténatale, donc s'il y a un épanchement péricardique qui est significatif avec un retentissement, on peut faire des ponctions fœtales itératives ou des drainages. En néonatal, pareil. Vraiment, le pronostic, il est à la compression et à l'épanchement. Et une prise en charge chirurgicale qui peuvent être faites en urgence dans les premiers jours de vie avec une évolution plutôt favorable. Le diagnostic différentiel, du fait de l'épanchement, de la localisation et tout, il faut se méfier des tumeurs malignes. Donc, tératome extracardiaque, retentissement cardiaque par compression ou retentissement par l'épanchement péricardique, tumeurs volumineuses, prise en charge néonatale qui peuvent être urgentes du fait du retentissement de l'épanchement ou pour faire une exérèse de la masse si compression cardiaque. Autre cas. Là, vous avez un enfant de 13 ans. Donc, on change de terrain qui vient pour bilan de souffle. En décrit. Ouais. Ok. Alors. Ouais. Donc le terrain déjà grand enfant. Donc on change de cadre. À l'écho. Vous avez bien dit tumeur unique. Bon, après, je ne vous ai pas montré toutes les coupes, mais c'est la seule localisation. Donc, oreillette gauche, sous la valve mitrale. Une tumeur qui est intracavitaire, donc à l'intérieur de l'oreillette, qui est mobile. Hétérogène, ça je crois que vous l'aviez dit. Mobile, tac. Là, on voit bien. Et l'insertion ici, qui est pédiculée et qui va jusqu'à la valve mitrale, effectivement. Ah oui, là, vous le voyez en fait. Ok, là. Bon, vous avez vu le diagnostic, mais je pense que vous l'aviez.
Il s'agit du myxome. Le myxome à l'IRM a aussi des caractéristiques spécifiques. Donc, c'est un isoT1 hyper T2 et une prise de contraste tardive qui est hétérogène. Le myxome, c'est une tumeur du grand enfant. Donc, je vous l'avais dit au tout début du topo, c'est le grand enfant, l'adolescent et l'adulte. Il y a des cas de diagnostic fœtal ou néonataux qui ont été décrits, mais c'est vraiment pas la règle. Il y a des formes familiales. On va voir dans quelles circonstances on peut avoir des formes familiales de myxome bientôt. Il y a un potentiel embolique. Vous avez bien vu que c'est une tumeur qui est donc reliée à la paroi qui est pédiculée, donc reliée à la paroi par un pédicule qui est mobile, donc qui a un potentiel embolique quand même. Et le traitement est chirurgical, avec des récurrences qui sont possibles. Donc, même quand vous avez traité un myxome, la règle, c'est de poursuivre la surveillance de vos patients. Un autre cas, même en tout cas assez typique, donc localisation dans l'oreillette gauche. Là, il est attaché au septum interauriculaire qui s'étend jusqu'à la mitrale, donc bien mobile. Et en fait, ce jeune homme a déjà eu un antécédent de myxome de l'oreillette droite qui a été opéré 3 ans auparavant. Donc 3 ans après, on se retrouve avec cette nouvelle masse qui est une récidive de myxome. Donc surveillance, poursuivre de la surveillance, même si la chirurgie s'est très bien passée et qu'il n'y a plus rien derrière. Myxome et complexe de Carnet, notamment des myxomes un peu familiaux associés à des signes, un terrain un peu extracardiaque, notamment endocrinien. Donc, c'est des myxomes cardiaques ou pulmonaires. Les caractéristiques un peu extracardiaques, c'est des anomalies cutanées et la présence de tumeurs endocriniennes. Donc, c'est des patients, des complexes de Carnet qui sont suivis en endocrino, et c'est une maladie génétique. Donc, ça peut donner des myxomes familiaux où il faut faire le dépistage de toute la famille et surtout surveiller parce que c'est des myxomes récidivants. Autre localisation, là c'est la P, là c'est le VD, et là on a une masse au niveau de l'infundibulum. Donc là, c'est un jeune homme chez qui a été découvert un souffle à l'auscultation et il a été adressé pour malaise. Donc vous comprenez bien hein, que ça puisse faire des malaises. On a une obstruction en fait de la jambe de jette du VD et ça peut donner des malaises type phallo. Voilà, on la voit très bien ici, caractéristique au scanner. On a eu un cas comme ça d'une jeune fille de 14 ans, un diagnostic vraiment fortuit, je ne me rappelle plus sur quelle était la porte d'entrée, transférée de Toulouse, je crois, et opérée dans les jours suivants. Elle n'avait jamais fait de malaise. Donc, il faut tout rechercher, en fait. Il faut que vous regardiez tout, que vous fassiez un bilan, un état des lieux de tout et bien dégager la chambre de chasse, le cœur droit, pardon. Autre complication, on l'a dit tout à l'heure, c'est une complication embolique. Donc, les complications emboliques, comme c'est une masse qui est pédiculée avec des attaches au niveau des parois, pas sur toute la longueur, et on peut avoir des myxomes qui peuvent se compliquer par des AVC par exemple. À retenir ça aussi. Donc, l'AVC d'un garçon de 9 ans, de toute façon, c'est écostématique, donc rechercher une masse cardiaque. Est-ce que c'est bon pour vous, le myxome? Donc, le grand, pardon? Du myxome? J'en sais rien, ça peut être un thrombus, ouais, exactement.
Ah ouais, c'est très difficile, hein. Après le thrombus, ouais, c'était un terrain un peu thrombogène, cardiomyopathie dilatée, un KTC par exemple, oui, c'est un peu ça qu'il faut. L'endocardite, non, hein, parce que c'est vraiment pas au niveau des valves, mais effectivement, ouais, le thrombus, c'est un peu la localisation un peu caractéristique. Donc myxome, c'est le grand, unique, septum interauriculaire, oreillette, gauche plus que la droite, mobile, risque embolique, risque oui, d'obstruction, notamment au niveau infundibulaire. Et voilà. C'est bon pour vous? Ok. Oui. Non. Le risque embolique, il est par la masse. Hein. C'est pas un risque de faire des caillots. K5. Un jeune homme de 17 ans, complètement asymptomatique, qui vient pour bilan de souffle. Dans une image fixe. Alors, on décrit. Ok. Alors, donc une masse unique, localisée sur les valves, effectivement. Donc là, c'est la valve mitrale. Pédiculée et arrondie. Donc ça s'insère sur la valve par un petit pédicule, là. Donc la forme, elle est bien arrondie. Et le terrain, c'est le grand enfant et l'adulte. Quel est votre diagnostic? Fibroélastome. Ok. C'est caractéristique, hein. C'est un peu pathognomonique du fibroélastome, effectivement. Donc, sur le plan anatomopathologique, macroscopique, ça donne ça. Donc, c'est une tumeur bénigne, bien sûr. On est dans les tumeurs bénignes depuis le début. À risque embolique plus. Vous avez vu hein, la taille de la masse. C'est une insertion qui est pédiculée sur les valves. Donc, on devine très bien que cette masse, elle peut partir et faire des accidents emboliques. Donc, localisé préférentiellement sur les valves, effectivement, et notamment sur le versant ventriculaire, des valves AV et le versant ventriculaire des valves semi-lunaires. Et la forme caractéristique, c'est vraiment cette forme arrondie. Ça, c'est un peu, entre guillemets, pathognomonique du fibroélastome. La prise en charge. Chirurgie préventive, oui, du fait du risque embolique, mais surtout une évolution qui ne se fait pas vers la régression. Donc, par prévention, quand c'est localisé au niveau du cœur gauche, ou droit aussi, hein, ça c'est des embolies pulmonaires, c'est la chirurgie préventive. Diagnostic différentiel, typique. D'ailleurs, ouais, à chaque fois, c'est l'endocardite, exactement, c'est la végétation. Donc là, c'est le terrain qui va vous orienter, la fièvre, les émocs, et éventuellement, effectivement, des examens complémentaires d'imagerie, notamment le PET scan. Donc là, on voit qu'il y a une micromasse là au niveau de la valve mitrale, qui est une végétation. Non, moins. Et la localisation aussi, on avait dit que c'était vraiment le versant ventriculaire qui est préférentiel dans le fibroélastome. Ça dépend la taille, mais pas forcément. Honnêtement, c'est
c'est pas la première complication du fibroélastome. C'est assez petit, hein, donc c'est assez pas beaucoup délabrant. Deux mots sur d'autres tumeurs bénignes, mais qui sont plus rares. Juste, on reviendra à la fin avec un tableau sur les différentes caractéristiques. Donc, il ne faut pas oublier d'évoquer les lipomes, les hémangiomes, les tumeurs histiocytoïdes, okay, et les tumeurs myofibro-fibroblastiques du VG, dont un exemple ici. Pardon. Là, vous voyez qu'ici, il y a une masse qu'on retrouve là, dans la cavité ventriculaire gauche. Et en fait, cette tumeur myofibroblastique a été découverte dans un contexte de mort subite. Macroscopiquement, ça donne ça. On voit un peu ce pougnac qu'on voit là au niveau de la cavité, au niveau du ventricule gauche, ici. Ah, mince. Bon, échec. C'est pas grave, on va le refaire ensemble. Donc, un autre cas, éco-fétal. Ouais, ok. Très clair. Allez-y, décrivez et après on reverra ensemble ce que vous voyez. Parce que... C'est pas évident, hein. En plus, ouais, on voit pas très bien là-haut. Enfin, je vois mieux sur mon ordi que là. Bon, on va revoir un peu les caractéristiques ensemble. Donc, c'est extracardiaque. Donc, c'est une masse volumineuse, ça vous l'aviez dit, compliquée d'un épanchement péricardique et avec une compression cardiaque. Honnêtement, là, on ne la voit pas sur votre image. Hein. Tératome, effectivement, c'est le premier diagnostic, ça a toutes les caractéristiques qu'on a dit tout à l'heure, mais il faut également garder en tête que ça pourrait être une tumeur maligne. Donc, le premier diagnostic qu'on évoque, oui, c'est le tératome, je suis complètement d'accord avec vous. Mais ça peut être aussi les caractéristiques des tumeurs malignes, qui sont très très rares, exceptionnelles, heureusement. Elles peuvent être primitives, donc les différents sarcomes, et on peut avoir des localisations cardiaques secondaires, donc des métastases d'autres tumeurs malignes ou des invasions médiastinales des hémopathies notamment. Donc c'est un mauvais diagnostic, c'est un mauvais pronostic. Hein. C'est comme les tumeurs malignes. Il faut une prise en charge chirurgicale assez rapide. Ça peut être pourvoyeur de troubles du rythme. Ça donne des épanchements péricardiques qui peuvent être significatifs, donc qui nécessitent des ponctions et des drainages et des chimiothérapies si c'est un contexte d'hémopathie, etc. Donc c'est un peu le terrain qui fait le pronostic. Là, je vous ai mis quelques caractéristiques un peu d'imagerie du sarcome. Bon, je rentre pas dans les détails. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, parce que quand on est dans un centre de référence de néphropède et de chirurgie pédiatrique, où on a beaucoup de cas de néphroblastome, on est beaucoup amené à faire des échos à ces patients-là.
Et en fait, on se retrouve avec ces images-là. Est-ce que quelqu'un peut me décrire ce que c'est? Je vous avais dit hier que c'était un néphroblastome. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une masse qui construit aussi la veine intérieure, la joie. Ouais. Je vous enlève ça pour que j'ai ma flèche. Tac. Donc, on a ici, c'est ça? Oui. Ouais. Dans l'OD. J'ai entendu parler de thrombus. C'est le piège, en fait. Parce que c'est pas un thrombus, exactement. C'est la tumeur qui envahit les structures vasculaires et qui fait une sorte de thrombus, mais métastatique, pas un thrombus de caillots. Mais tout ça, en fait, c'est de la tumeur. C'est à garder en tête. On en a eu, nous, en tout cas, pas ici, mais à Necker, comme il y a de la chirurgie pédiatrique et tout, on a eu beaucoup, enfin c'est relatif, mais on a eu quelques cas de métastases comme ça, intracardiaques de néphroblastome. Donc le traitement, il est oncologique, hein. C'est bien traité par chimiothérapie, etc. Et après, c'est les chirurgiens, pédiatriques en collaboration avec les chirurgiens cardiaques. Quand c'est vraiment intracardiaque, c'est sous CEC qui vont aller réséquer la masse. On a déjà parlé de quelques diagnostics différentiels, mais on va un peu les revoir là. Diagnostic différentiel d'une tumeur cardiaque. Bon, là, on n'avait pas eu le temps de voir, mais en même temps, si j'enlève le diapo, on aura le diagnostic. Tant pis. Enlever, tac. Là, vous voyez ici, donc une masse qui est mobile, qui est vibratile, qui est sur le versant auriculaire des valves AV, sur un terrain d'immunodépression ou de cardiopathie sous-jacente. Premier diagnostic à évoquer, l'endocardite. Voilà. Là, vous voyez quoi? Là, on a une image, FENCAF sup, vers l'oreillette droite. Et on voit cette petite image. C'est un peu classique, hein. C'est un thrombus. C'est un thrombus de la veine cave sup qui s'étend dans l'oreillette. Ça, c'est une image IRM, mais assez caractéristique. La localisation et tout, voilà. Donc, c'est un thrombus.
en fonction du terrain, cardiomyopathie dilatée, etc. Il faut l'évoquer. Donc, ça, c'est les caractéristiques IRM. Pareil, je ne rentre pas dans les détails. Il faut les connaître, ou je me répète, avoir un très bon radiologue qui vous fait les imageries. Là, pareil, diagnostic différentiel, on se prend toujours la tête avec cette image. Ouais, c'est un réseau de Chiari. C'est assez trompeur. Hein. Enfin, Là, ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas toujours. Mais il faut connaître et il faut savoir l'évoquer, pareil, en fonction de votre terrain, du tableau clinique du patient. Ça, c'est un peu dur. Mais en tout cas, je ne connaissais pas avant de faire ce topo, mais je trouvais judicieux de vous le mettre. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'est ça, l'anomalie. C'est en rapport avec la valve mitrale. C'est un anévrisme, ouais. Sûr? Là, c'est la mitrale. Oui, vous ne voyez pas. C'est en rapport avec la mitrale. Bon. Ça donne ça, un peu sur un schéma, et c'est un anévrisme congénital mitral. Ça s'appelle comme ça, comme je l'avais dit, je ne connaissais pas, c'est très très rare. Ça peut être, il y a des cas de forme congénitale décrits, mais la plupart du temps, c'est plutôt des localisations secondaires, post-infarctus, post-rhumatisme articulaire, aigu par exemple. C'est à garder en tête, c'est à connaître. C'est coagulé. C'est non. C'est pas coagulé. Non. Non. Si on devait refaire un résumé de ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a dit, donc les tumeurs cardiaques, c'est une pathologie rare. Tumeurs bénignes la plupart du temps, souvent asymptomatiques, mais il faut connaître les complications, le mode d'entrée par les complications hémodynamiques, les complications rythmiques, tout ce qu'on a vu pendant l'heure qui a précédé. Le terrain, hyper important. Vous avez vu qu'en fonction de diagnostic anténatal, machin, l'âge, on évoque des diagnostics différents à chaque fois. Il faut connaître, faut juste connaître. Ça se devine pas, voilà, il faut juste connaître les caractéristiques écho des différentes tumeurs. Je dis écho parce que IRM, c'est pas trop loin, mais si vous pouviez les apprendre aussi, ce serait top. Donc la chirurgie, pas en première intention, en tout cas elle est réservée aux tumeurs qui sont symptomatiques ou qui ont une croissance rapide, qui ont un retentissement hémodynamique, épanchement, tout ce qu'on a vu précédemment. Et surveillance au long terme. Donc, ça ne s'arrête pas à la disparition de la masse, ça ne s'arrête pas après un bon résultat de votre première prise en charge chirurgicale. Donc, c'est des patients qu'il faut suivre, comme une cardiopathie congénitale qui se suit au très long cours. Donc, je vous ai remis ce tableau qui résume un peu ce qu'on a dit, en tout cas, donc en fonction de la tumeur, sa localisation préférentielle et un peu son aspect. À apprendre par cœur. Il n'y a pas autre chose. Et pour finir, j'ai trouvé ce tableau assez intéressant. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un JAC de 2020 qui reprend les caractéristiques d'imagerie des tumeurs, mais c'est intéressant parce que la première colonne, ça donne la localisation, la deuxième un peu
les caractéristiques, etc. Donc, vous l'aurez dans le diaporama. Et là, c'est la suite où c'est vraiment axé IRM.